Bonsoir. Le gouvernement togolais veut améliorer la communication et les relations avec sa diaspora. Pour cela, il a été lancé la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE. Le processus enclenché depuis juillet 2019 sera bientôt à la phase de l'installation des délégués élus durant le forum HCTE Réussite Diaspora. Mais pourquoi un Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Quelle est sa mission? Qui sont les délégués élus? Que feront-ils concrètement? Autant de questions que vous posez sûrement et que nous allons poser justement à nos invités ce soir autour de cette table. Nous avons le directeur des Togolais de l'extérieur, justement, Monsieur Kofi Akakpo. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Anita. Nous avons également Charles Azilan, il est attaché de cabinet au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Azilan, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le conseiller expert diaspora, Monsieur Safiou Radi. Monsieur Radi, bonsoir. Bonsoir, chère Anita. L'aventure a donc démarré le 2 juillet 2019 avec le lancement officiel du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Retour sur cette cérémonie dans ce débat, dans ce reportage signé Ramdan Bassina. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, lancé ce jour, se veut un espace d'échange permanent entre le gouvernement togolais et la diaspora togolaise où qu'elle soit. Mobiliser les compétences et les ressources et surtout défendre leurs droits et intérêts de par le monde. Tel est l'objectif du HCTE. Cette plateforme est la réponse à la demande de la diaspora qui voudrait aussi participer pleinement au développement de leur pays d'origine. À cette cérémonie de lancement, les missions, organisations et fonctionnements du HCTE ont été présentés. Les principaux organes du Haut Conseil sont les suivants. L'Assemblée générale, les groupes de travail permanents et le guichet diaspora. L'Assemblée générale du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur étudie toutes les questions inscrites à son ordre du jour et portant sur les grandes orientations du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, formule des propositions et fournit au gouvernement togolais des avis et recommandations. Elle est composée des délégués élus pour 3 ans. Les groupes de travail permanents sont mis en place et animés par les délégués pays. Ils sont chargés de l'étude des principales questions touchant les Togolais et les Togolaises de l'extérieur du pays d'accueil. Le guichet diaspora est l'organe technique d'appui du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il est doté d'un bureau de 4 membres placé sous l'autorité du ministre en charge des Togolais de l'extérieur. Il élabore des mesures et des stratégies en vue d'inciter et d'encourager les Togolais résidant à l'étranger à participer au développement économique et culturel du Togo et promouvoir son rayonnement dans le monde. Pour le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, cette structure de communication intervient peu après la présentation de la feuille de route pour les Togolais de l'extérieur. C'est dire la volonté du gouvernement à amener tous les Togolais à participer au développement de leur pays. Le HCTE sera également chargé de suivre et coordonner les actions de développement de la diaspora togolaise. Il sera chargé également de promouvoir partout la défense des intérêts et des droits des Togolaises et des Togolais de l'extérieur et surtout leur assurer un bien-être en apportant un soutien à chaque fois que les circonstances l'exigent et faire des consultations périodiques avec les pays d'accueil des Togolaises et des Togolais de l'extérieur. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sera un organe consultatif, non partisan, bien sûr, et non lucratif, et ne sera affilié à aucune obédience confessionnelle, idéologique ou politique. L'enjeu, c'est de rassembler tout le monde, faire de la diaspora plurielle du Togo une plateforme unique au service de la prospérité de notre nation et surtout de concilier la logique de la pluralité
à celle de l'unité. Avec ce nouveau mécanisme, la diaspora togolaise sera à même d'élire ses délégués, soit 77 au total, répartis dans 4 zones géographiques définies. La procédure est très simple. Déjà, à partir de maintenant, à partir de cette réunion, tout Togolais de l'extérieur ou de l'intérieur d'ailleurs, pour informer les gens de la diaspora, peut disposer sur le site des Togolais de la diaspora, qui est diasporatg.org. Sur ce site, il y a toutes les informations qu'il faut sur la procédure d'élection. Ça, c'est disponible dès maintenant. Maintenant, pour la plateforme concernant le vote en ligne, les choses vont démarrer concrètement à partir du 15 juillet. Il s'agit d'une démarche de démocratie participative assez innovante qui vise à donner au niveau de chaque pays de résidence la possibilité pour les Togolais qui résident dans ce pays ou dans cette circonscription qui regroupe plusieurs pays de pouvoir désigner entre eux par vote traçable le représentant qu'ils désignent à l'échelle de leur pays ou de leur circonscription. On dénombre environ 2 millions de Togolais vivant à l'extérieur, dont 1 450 000 en Afrique. 45 seront élus pour l'Afrique, 6 pour l'Amérique, 7 en Asie et en Océanie et 19 en Europe. Voilà donc la cérémonie de lancement officiel donc du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Alors, monsieur le directeur des Togolais de l'extérieur, monsieur Akakou, quelle est selon vous la vision qui sous-tend la mise en place de ce Haut Conseil et comment il va fonctionner, quelle sera sa composition? Merci Anita de nous avoir acceptés sur ce plateau pour échanger avec vous sur le contenu du forum HCTE Réussite Diaspora qui aura lieu ici même à Lomé les 28 et 29 novembre cette année. Vous savez, depuis 2005, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozona Nyansingbe, le gouvernement s'est engagé dans une politique d'inclusion de tous les Togolais, que ce soit les Togolais de l'intérieur ou de l'extérieur, dans le processus de développement de notre pays. Dans cette perspective, il est apparu nécessaire de mobiliser la diaspora afin d'optimiser ses potentialités pour le développement du pays. Pour accompagner cette diaspora, plusieurs initiatives ont été prises. Et au nombre de ces initiatives, nous pouvons citer la création de la direction des Togolais donc de l'extérieur, la mise en place du programme Diaspora, la suppression de visas pour les binationaux, c'est-à-dire les détenteurs d'une double nationalité, le lancement en avril dernier de la feuille de route pour les Togolais de l'extérieur et le vote ou la modification de la loi relative au vote de la diaspora intervenue le 5 novembre dernier. Comme vous aurez pu le constater, ces initiatives visent à mobiliser la diaspora pour l'intérêt de notre pays. Le Haut Conseil qui nous réunit ce soir n'est qu'un projet de la feuille de route citée dans les initiatives du gouvernement, et cette feuille de route prévoit à son axe 2 le renforcement de la communication entre le gouvernement et sa diaspora. Le Haut Conseil dont il est question ici sera une structure qui rassemblera tous les Togolais, sans distinction. Il sera l'interface entre la diaspora et le gouvernement sur toutes les questions d'intérêt commun. Il ne sera affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. Mais comment fonctionnera cet organe? Ce Haut Conseil
est formée de 3 organes. Nous avons l'Assemblée générale, les groupes de travail permanents et le guichet diaspora. L'Assemblée générale étudiera toutes les questions inscrites à son ordre du jour et fera des propositions concrètes et recommandations au gouvernement pour dispositions à prendre. Les groupes de travail permanents s'intéresseront à 3 groupes de travail spécifiques. Ici, nous voulons citer un groupe de travail qui s'occupera des questions économiques et financières. Un autre traitera de la protection des personnes et des biens. Et le 3e groupe s'intéressera aux affaires générales. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur des Togolais de l'extérieur. Monsieur Azila, un apport? Non, je pense que le directeur a tout dit. Peut-être à ajouter la composition du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui est déjà rappelé dans l'élément introductif de notre émission. Donc ce Haut Conseil est composé de 77 membres élus dans différentes circonscriptions de par le monde et donc qui sont censés représenter les Togolais de la diaspora dans leur ensemble et dans leur diversité. D'accord. Alors, Monsieur Radi, quelle est la position des Togolais de l'extérieur justement par rapport à, disons, cette initiative qu'est le Haut Conseil? Je vous remercie de la question, Anita, parce qu'en fait, ce sujet de la diaspora, c'est un sujet qui n'est pas simple pour notre pays. C'est un sujet très complexe. Et je voudrais à ce titre vraiment saluer le courage du ministre et derrière ça toute la vision du chef de l'État de porter ce sujet malgré la complexité de cette question sensible. Par rapport au sujet au Conseil des Togolais de l'extérieur, il faut savoir que ça a été d'abord une surprise pour la diaspora que le gouvernement décide d'aller aussi vite. Ça a été une surprise. Et après, on s'est aperçu dans la mise en œuvre de la procédure que est apparu 3 grandes catégories de diaspora qui sont ressorties du paysage. Il y a une première catégorie que je qualifierais de diaspora silencieuse. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne manifestent pas grand-chose comme comportement, comme attitude vis-à-vis de la démarche du gouvernement, mais qui observent. Qui observent. Et qui est très attentif à la manière dont les choses vont se passer. Et on verra d'ailleurs qu'une bonne partie des candidats, des près de 500 candidats qu'il y a eu pour les 77 postes, vient de cette diaspora silencieuse, dont on ne parle pas beaucoup, qui représente pour moi entre 60 et 70% des Togolais de l'extérieur. Donc ça montre déjà un premier paradoxe. Des gens qui ne disent pas grand-chose, mais quand il y a une initiative du gouvernement, qui sont prêts à regarder objectivement et à participer activement. Donc je dis bien 488 candidats pour 77 postes. Donc en Europe ou aux États-Unis où il y avait beaucoup de gens qui étaient très très actifs contre les initiatives du gouvernement, on a eu près de 10 fois le nombre de postes qu'il y avait en termes de candidature. Donc ça c'est l'élément important qu'il faut dire dans le comportement de la diaspora. La deuxième catégorie, le deuxième groupe de personnes que je peux identifier, c'est ce que j'appelle la diaspora active. Les gens qui sont dans une démarche proactive pour travailler avec le pays et donc avec le gouvernement, ce qui est naturel. Je les situe entre 20 et 25%, grosso modo. Une partie d'entre eux d'ailleurs reste au pays. Ils sont déjà là, ils ont créé des entreprises, même s'ils ont gardé les attaches avec leur pays de résidence, ils font souvent la navette, sont souvent des doubles nationaux. Donc ça représente entre 20 et 25%. Eux, ils ont une meilleure vision du terrain. C'est peut-être eux les meilleurs ambassadeurs pour convaincre les autres membres de la diaspora, selon moi. Et ces gens-là, dans l'ensemble, leur pays, ils font la navette. Ils font la navette. Et dans l'ensemble, ce sont plutôt des gens pondérés. Et donc, ils considèrent qu'eux, ils ont eu la chance de venir expérimenter sur le terrain ce qui se passe, les opportunités nouvelles qu'il y a. Et ils trouvent encourageant que le gouvernement ouvre la sphère à d'autres pour que le nombre de personnes qui viennent de la diaspora travaillent sur le terrain augmente. Donc ils considèrent l'initiative comme étant quelque chose qui va dans le bon sens. Et la dernière catégorie que je ne peux pas ne pas citer, c'est celle que j'appelle la diaspora militante, qui est plutôt politisée. Il faut dire les choses comme elles sont, qui est plutôt politisée. Elle représente pour moi entre 10 et 15%. Ce sont mes chiffres d'observation empirique. Je ne dis pas que ce sont des chiffres scientifiques.
Et même dans cette diaspora-là, à notre grande surprise, et monsieur le directeur Kako va me confirmer là-dessus, les choses sont partagées. Avant, les initiatives du gouvernement, c'était une catégorie assez activiste sur le web surtout. Mais là, avec l'initiative du gouvernement, les choses sont partagées. Il y a des gens qui observent et qui attendent de voir les résultats. Alors qu'avant, ils étaient dans une certaine forme d'irrédentisme. Et puis, il y a les éternels opposants qu'on n'a pas pu convaincre jusqu'à présent. Mais on ne perd pas espoir. Donc, voilà grosso modo le paysage. Donc, si vous additionnez les gens qui sont ou dans l'attentisme, ou dans le fait d'accompagner, ou le fait d'approuver ce que fait le gouvernement, vous avez une photographie qui est nette sur le fait que le mouvement général va dans le sens de dire c'est un projet intéressant, on va voir ce qu'on peut en tirer en termes de résultats, on attend de voir si ça va donner des résultats concrets, donc on soutient la démarche du gouvernement en attendant de voir mieux. D'accord, ok. Alors, monsieur le directeur, on a vu un peu, disons, la réaction de la diaspora face à cette initiative, mais concrètement, que fera le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Quel est le rôle de ce Haut Conseil? Cette structure, concrètement, au regard des organes qui le composent, permettra à l'État de répondre à certaines préoccupations de nos compatriotes résidant à l'extérieur. Il s'agira principalement de la facilitation des démarches administratives et consulaires. Vous savez que nos compatriotes qui sont à l'extérieur ont besoin de renouveler leurs documents de voyage. Donc, cette structure permettra de répondre à des problèmes qu'ils rencontrent. Cette structure permettra également de coordonner les projets communautaires de la diaspora. Plusieurs compatriotes vivant à l'extérieur ont besoin d'investir au Togo. Et certains ont besoin d'investir dans ce que nous appelons des projets de co-réalisation. Cela veut dire des projets qu'ils vont alors exécuter en collaboration avec l'État. Est-ce que vous voyez? Donc cette structure essaiera de jouer un rôle de coordination dans la gestion de ces projets. Nous parlerons également de la défense et des intérêts des Togolais, résidant à l'extérieur. Nous n'avons pas la chance d'avoir des ambassades dans tous les pays du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, ces délégués pays élus permettront à l'État d'être informés sur les problèmes que rencontrent nos concitoyens vivant dans cette partie du monde, pour alors permettre à l'État de jouer ou de prendre ses responsabilités. Nous parlerons également de l'apport et de l'assistance à ces personnes qui sont dans des situations critiques. Nous avons plusieurs Togolais qui sont détenus dans des prisons et le gouvernement n'est même pas informé et certains sont détenus de manière arbitraire. Cette structure nous permettra d'être informés sur toutes ces questions. Voilà un petit peu le rôle que jouera cette structure. D'accord. Alors, Monsieur Radji, quand nous avons écouté parler le directeur Akako, il nous a parlé des 3 organes du Haut Conseil. Mais moi, je voudrais que nous parlions un peu plus du guichet diaspora. Qu'est-ce que c'est votre idée? En fait, c'est une... Je veux le dire, mais même si ça va paraître un peu péremptoire, c'est encore une innovation togolaise, une invention togolaise, ce desk diaspora. Parce qu'en fait,
il s'agit de faire en sorte que quand les gens de la diaspora, les membres de la diaspora viennent au Togo pour réaliser un projet, ils aient un seul guichet, qu'ils aient un guichet unique. Parce que dans plusieurs pays, lorsque les membres de la diaspora doivent réaliser des projets, ils sont obligés de s'adresser à plusieurs administrations. Et donc de démultiplier autant les interlocuteurs. Donc le ministre a souhaité simplifier les choses, mais aussi dans une optique vraiment de suivi et d'efficacité. Donc ce n'est pas seulement un guichet au sens de réunir les interlocuteurs, d'en avoir qu'un ou de simplifier. Il y a aussi un objectif d'optimisation de la manière dont les projets sont accompagnés. Donc quand un membre de la diaspora s'adresse à ce guichet, il l'aide pour avoir la simplification des relations avec les interlocuteurs, mais il l'aide aussi sur le contenu et les conditions de mise en œuvre du projet. Donc c'est vraiment un outil innovant qui est mis en place au Togo pour faire en sorte que les difficultés qu'on a à mettre en œuvre un projet dans tous les domaines et dans tous les pays, on a décidé au niveau du ministère de regrouper un certain nombre d'expertises qui permettent de simplifier tous ces problèmes de starting dans les projets, de monitoring dans les projets, afin qu'on ait les meilleures chances de réussir des projets des gens de la diaspora. Mais c'est aussi un outil qui va informer les gens de la diaspora sur les perspectives dans le pays. Parce que un des défis qu'on doit relever quand on parle de la diaspora, c'est lequel? C'est que ce sont souvent des gens qui n'ont plus les informations actuelles sur l'état réel des opportunités dans le pays. Ils ont le désir très fort de rentrer, créer dans leur pays. Voilà. Ils ont les moyens, souvent très importants pour le faire. Ils ont aussi l'engagement patriotique, mais l'élément bloquant, c'est la bonne information, les bons interlocuteurs. Et le ministère a souhaité, à travers le guichet, régler ce problème qui était un des freins au déploiement des engagements et des réalisations des projets par les membres de la diaspora. Le dernier aspect que je voudrais citer, c'est que du coup, ça va être aussi un observatoire qui permettra au ministère de savoir que fait la diaspora concrètement pour contribuer au développement. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du Haut Conseil comme une institution qui est fédérative, qui est mise en place pour faciliter l'engagement de la diaspora, les apports de la diaspora, la contribution de la diaspora. Si on met en place cet outil, qu'on n'est pas capable de regarder concrètement de quoi il s'agit et qu'on aille au-delà de la question des transferts de fonds, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par la diaspora, on passerait à côté d'un élément essentiel. Donc le ministère a souhaité aussi intégrer cette dimension-là dans le travail du guichet pour avoir aussi des statistiques sur l'économie réelle de ce qu'apporte la diaspora au-delà des transferts de fonds. Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le guichet diaspora. D'accord. Et on a donc compris que, disons, au lancement de ce processus du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, cela aboutit à, disons, au vote des 77 délégués pays et disons la proclamation des résultats donc de ce vote a eu lieu le 11 septembre dernier. Je vous propose de suivre une fois encore le reportage et nous reviendrons sur ce plateau et le reportage est signé Carmen Madji à Kako. 151 181 électeurs ont voté pour départager les 314 candidats en lice pour le poste des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Depuis la clôture de la période de vote en ligne hier, la Commission électorale indépendante pour ce scrutin du HCTE a procédé au dépouillement et à la compilation des résultats par zone et par circonscription ou pays. Pour la zone Afrique, 45 délégués ont été élus dans 29 pays. En Europe, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur compte 19 délégués dans 17 pays. Pour la zone Amérique, dans 3 pays, États-Unis, Brésil et Canada, on compte 6 délégués et pour la zone Asie, ils sont 7 à tenir les raids du HCTE. Pour ce processus, 164 568 électeurs se sont inscrits en ligne. Le taux de participation s'est élevé à 91,87%, ce qui prouve que la diaspora s'est mobilisée pour ces élections. Environ 1,5 million de Togolais vivent à l'étranger. Le Haut Conseil des Togolais de l'étranger a pour mission de fédérer la diaspora. La démarche n'a rien de politique. Le but est d'aider les Togolais vivant à l'étranger à se rapprocher de leur pays d'origine et les inciter à participer à son développement. Voilà, donc c'était la proclamation des résultats du vote. Mais avant de découvrir un peu le rôle de ces 77 délégués, Monsieur Radi, j'ai compris, il y avait 314 candidats en lice.
C'est dire que l'engouement était grand. Il y avait 477 exactement, 488 candidats qui ont postulé pour être délégués pays, pour avoir 77 postes. C'est énorme. C'est énorme. C'est un chiffre qui balaye tous les réserves et les critiques qu'il y avait sur la démarche. Voilà. Et tout ça s'est fait de manière transparente puisque c'était des votes électroniques et qu'on avait l'assurance de pouvoir tracer la manière dont les choses sont passées de manière la plus démocratique possible. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Azilan, ces 77 délégués et élus, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Quel sera leur rôle? Oui. Je pense que le directeur Akakou a déjà effleuré cette question. Oui. Les 77 délégués pays auront pour rôle principalement de constituer l'interlocuteur qu'il faut pour le gouvernement pour toutes les questions qui touchent la diaspora. Et le gouvernement, toutes les institutions de la République, dès lors qu'une question touchant la diaspora est abordée, peuvent s'adresser aux 77 réunis en Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Mais au-delà de ça, dans leur pays de résidence, ces délégués ont un rôle vis-à-vis de leurs compatriotes résidant dans la même circonscription, dans le même pays de résidence qu'eux. Notamment en termes de collecte des informations relatives aux besoins réels ou aux difficultés que les Togolais rencontrent et remonter ces informations au niveau du gouvernement pour que des solutions puissent être envisagées. Et également faciliter les formalités, je crois que quelqu'un l'a déjà relevé ici, faciliter les formalités qui demeurent de loin l'une des préoccupations de la diaspora togolaise. Oui. Les démarches administratives pour obtenir les papiers d'identité constituent une préoccupation majeure de la diaspora et donc les délégués du Haut Conseil auront à s'atteler à cette tâche-là. Mais bon, pour de plus amples informations, je crois que le directeur des Togolais de l'extérieur est la personne la plus sera plus à même de nous dire ce que feront. Donc, monsieur le directeur, c'est-à-dire que disons que ces 77 délégués seront en quelque sorte des ambassadeurs du Togo. Effectivement, ce sont des ambassadeurs qui ne disent pas leur nom, dans la mesure où ces délégués pays, comme nous avons l'habitude de les appeler, seront des porte-voix de la communauté togolaise dans leur pays de résidence ou circonscription électorale auprès de nos missions diplomatiques et postes consulaires. Ils seront ce que nous avons appelé des auxiliaires dans la promotion de l'image du Togo à l'extérieur et dans la défense des intérêts des Togolais et résidents à l'extérieur. Ils seront ce que nous avons également appelé des acteurs de rapprochement entre la diaspora et les pouvoirs publics. Vous savez que M. Radji l'a effleuré, nous avons une diaspora diversifiée. Oui. Et comme nous sommes engagés dans une politique d'inclusion, ces délégués joueront alors le rôle de rapprochement entre nos compatriotes et qui ne sont pas encore rentrés donc, dans la danse, et les acteurs étatiques. Ils seront ce que nous avons également appelé les facilitateurs de la mobilisation et des compétences et savoir-faire des Togolais de l'extérieur. Et enfin, ils vont constituer le moteur de la synergie d'action entre les Togolais de l'extérieur, nos concitoyens vivant sur le territoire national et les pouvoirs publics. D'accord. Alors, monsieur le directeur, que pensez-vous alors de la participation de la diaspora togolaise aux élections suite au vote à l'Assemblée nationale le 5 novembre dernier? Une question pas difficile. Parce que ce vote a réjoui plus d'un. Oui. L'adoption ou la révision de la loi relative au vote de la diaspora intervenue le 5 novembre dernier constitue ce que nous appelons ici un signal fort du gouvernement envoyé à
à la diaspora. Une main tendue. Une main tendue. Donc à la diaspora. Cela traduit également ici la prise en compte de la parole diasporique. Cela sous-entend que les pouvoirs publics sont attentifs aux préoccupations de la diaspora togolaise. Vous n'êtes pas sans savoir que lors du lancement de la feuille de route pour les Togolais de l'extérieur, le 1er avril est passé, certaines voix de la diaspora se sont levées pour réclamer le vote de la diaspora. Cette modification intervenue en novembre, le 5 novembre passé, n'est qu'une réponse à cette préoccupation. Et nous voudrions saisir cette occasion pour saluer le courage et disons le courage du gouvernement. Et la détermination du gouvernement. Oui. Monsieur Radi, quelle lecture vous faites de... Non, je voudrais juste prendre les choses par un autre bout, en fait. Moi, je me souviens quand on avait lancé la feuille de route, que le ministre a eu le courage de dire, parce que ça s'est passé sur RFI, donc je peux en parler, on peut aller vérifier, que la question du droit de vote, c'est acquis, et que ce n'est qu'une question de modalité qui reste à réaliser. C'était très courageux de sa part à l'époque, très courageux. Et je me souviens que lorsque les gens ont vu que malgré les critiques, le ministre n'a pas abandonné. Il a tenu bon pour aller au bout du processus d'élection. Ce qui leur restait comme dernière arme, pour dire les choses prosaïquement, c'était cette critique sur le droit de vote. Et il a persisté, en disant encore que ce n'est qu'une question de temps. C'est déjà acté. Que c'était déjà acté. Et beaucoup de gens oublient que le droit de vote est acquis dans les tests au Togo, pour la diaspora. Et ils sèment la confusion à ce sujet. Donc c'est quelque chose qu'on a dû rectifier dans le processus d'explication qu'on a eu pendant la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et c'est aussi pour ça que quand la décision a été prise lors du vote, le ministre s'est payé un tweet où il disait « chose promise, chose due ». C'est ça l'explication. Parce qu'il a pris un risque énorme en évoquant cette question comme étant un engagement personnel. Et Dieu merci. Et Dieu merci, ça s'est conclu favorablement. Mais pourquoi je cite ça en fait? C'est parce que quand on travaille avec ce ministre, il y a deux choses qu'on apprend. C'est le travail et la patience. Le travail parce qu'en même temps qu'il s'était engagé dans ce processus, il n'a cessé de nous dire qu'il faut qu'on soit irréprochable. Dans l'inclusion, dans la méthode de travail et dans les informations qu'on publie. Et toutes les personnes qui ont regardé le processus qui a été mis en œuvre ont reconnu la qualité de la démarche et le contenu des informations qui ont été mises en œuvre. Donc, il faut saluer le travail qui a été fait par ce ministère. Et la patience. Parce qu'en fait, durant tout le processus, entre nous, on le disait, que ce qui serait la vraie victoire de notre démarche, c'est qu'on ait ce droit de vote qui soit définitivement mis en œuvre. Et le bon Dieu a voulu que l'agenda nous arrange, que c'est au moment où on doit installer le Haut Conseil que le Parlement a voté pour que ce droit de vote soit définitivement rentré dans les faits. Pourquoi je fais ce rappel historique? C'est parce qu'en fait, cette question du droit de vote, pour moi, était exagérée, en fait. Pour qu'un membre de la diaspora aide son pays, il n'a pas nécessairement besoin de droit de vote. C'est ce que je pense en tant que citoyen. Si vous avez un engagement patriotique, l'engagement politique par rapport au vote, ce n'est qu'une composante de cet engagement patriotique. Si vous avez des choses à faire socialement, vous pouvez le faire. Si vous avez des choses à faire économiquement, vous pouvez le faire, en attendant que le politique arrive. Maintenant, je retourne la question à tous les gens qui critiquaient systématiquement à cause du droit de vote. Maintenant que le droit de vote est là, est-ce qu'ils seront au rendez-vous du développement économique? C'est ça ma question, sur ce sujet. Monsieur Azilan, vous, votre lecture de... Oui, Anita, merci pour la question. Personnellement, moi, je me réjouis et je félicite le gouvernement pour le courage
qui a permis l'adoption des dispositions pratiques permettant, bien rendant effectif le vote de la diaspora. Pendant longtemps, cette question a été la source de la crispation des relations entre le gouvernement et sa diaspora partout, c'est des manifestations pour réclamer ce droit. Alors maintenant que c'est fait, et je pense qu'il est temps que nous puissions canaliser toutes les énergies vers les questions essentielles qui préoccupent les populations togolaises, qui sont les préoccupations liées aux questions de développement et de bien-être. Et donc il est temps que tous les Togolais, où qu'ils soient maintenant, ils ont le droit de vote, il faut qu'on passe à autre chose et qu'on regarde ce qu'on peut faire pour notre pays. Et je pense que c'est ce qui est important. D'accord. Alors, Monsieur Radji, aujourd'hui, on parle maintenant de forum HTCE, réussite diaspora. Pensez-vous que cette initiative va participer à une meilleure structuration de la diaspora à travers le Haut Conseil? Je pense même que le forum, dans son contenu, répond à cette question. Le contenu du forum, c'est de 3 ordres. Il y a 3 grandes composantes dans le forum, telles que le ministre l'a conçu. Il y a une grande composante formation des délégués, renforcement de leurs capacités, parce qu'on considère que ce sont des missions essentielles pour le renforcement des liens, comme le disait le directeur au début de notre émission. Et donc, il faut qu'on les forme, qu'on leur donne un certain nombre d'outils essentiels pour qu'ils puissent exercer pleinement leur mission. Parce qu'on parle d'ambassadeurs, donc ce n'est pas seulement des images, c'est vraiment une mission un peu sacerdotale avec une dimension presque de souveraineté qu'il faut qu'on leur donne. En fait. Donc il y a cette composante de renforcement des capacités qui est importante durant le séminaire et qui participe de la bonne compétence des délégués pays. Il y a une deuxième composante importante qui est la communication. Puisque n'oubliez pas qu'au départ, le Haut Conseil, c'est pour améliorer les relations et donc la communication avec la diaspora. Donc on a souhaité, durant le forum, avoir beaucoup de communications qui sont prévues de la part du gouvernement, mais aussi de la part du secteur privé. Puisqu'on a un partenaire bancaire qui sera présent pour donner le maximum d'informations dans le sens de l'accompagnement des projets privés comme des projets d'entreprise, pour que la diaspora sache que désormais sur le territoire, il y a des solutions qui sont imaginées pour les aider à répondre à un certain nombre de besoins précis. Et puis il y a une dernière composante qui est réussite diaspora, qui est aussi une façon de mettre en valeur l'excellence togolaise à l'extérieur. Donc tout ça participe à donner une image plus positive de la diaspora, plus positive de sa contribution dans le développement du pays, et aussi une contribution à l'image que le Togo a à l'extérieur. Donc c'est en ça que le forum est un élément qui participe à améliorer la contribution qu'on attend de la diaspora derrière. Parce que si on donne tous ces investissements pour aider la diaspora à être mieux connue au Togo, en commençant par le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui va être un peu mieux connu avec le forum, ça ne peut que contribuer à légitimer un certain nombre de choses que fait le ministère pour cette diaspora et à renforcer donc les apports de la diaspora au-delà des transferts de fonds dont on parle très souvent. D'accord. Alors, monsieur le directeur, en quoi ce forum justement va permettre de relever le défi de la mobilisation de la diaspora? Oui, cette question peut rejoindre la question que venait donc de traiter mon collègue. Mais je dirais ici que ce forum permettra aux délégués élus de maîtriser des stratégies de formation de groupes de travail, puisqu'ils seront appelés à animer ce que nous avons appelé des groupes de travail. Au cours de ce forum, les exposés ou la formation qui leur sera donnée leur permettra donc de maîtriser les techniques de formation de groupes de travail et de leur animation. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect serait l'acquisition des connaissances, puisqu'il y aura plusieurs communications qui seront données, que ce soit du côté du gouvernement ou du secteur privé. Donc, ils seront outillés pour l'exercice de leurs fonctions. Et en troisième position, ils vont alors maîtriser la manière de formuler
leurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Donc, tous ces éléments que nous appelons des outils leur seront transmis au cours de ces 2 jours. D'accord. Et M. Radi, nous avons vu un peu les défis à relever et tout, mais quels sont les résultats attendus de ce forum? En fait, les résultats sont de plusieurs ordres. Le premier des résultats qu'on attend d'un événement comme celui-là, c'est d'abord que l'installation en soi soit un message. L'installation du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est un signal fort, au même titre que le vote, qui est envoyé aux membres de la communauté de la diasporique à l'étranger. De leur dire, il y a une institution de la République qui est mise en place, qui est dédiée exclusivement à vos actions, pour que vous puissiez être maintenant pris un peu plus en compte, comme vous le souhaitez depuis longtemps. Donc en soi, c'est un résultat qui était très important, même si c'est d'abord institutionnel. Pour la diaspora, elle était attendue. C'était très attendu comme initiative. Le deuxième élément de résultat sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'aspect communication. Oui. Tout à l'heure, on est passé sur cet aspect un peu rapidement et je voulais m'attarder là-dessus un instant. Beaucoup de gens à l'extérieur entendent parler du PND. Oui. Et beaucoup de gens savent que c'est un outil qui est reconnu comme étant un document de qualité. Ce n'est pas nous qui le disons, les partenaires au développement. Tous les gens qui regardent les outils produits par les pays pour projeter dans l'avenir reconnaissent que l'outil qui a été produit par le Togo est un document de qualité. Mais je peux vous dire que dans la diaspora, ce document n'est pas connu. Donc, un des objectifs de ce forum, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communication de la part des responsables à la présidence qui s'occupent du PND, mais aussi de l'environnement des affaires, que ça soit fait aux membres, aux délégués pays, pour qu'ils puissent aller transmettre cette réalité des informations actuelles sur le développement du pays à chacun des membres de la diaspora. Donc ça, c'est un aspect qui me semblait important. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Togo que dans la diaspora, on ignore. Voilà, c'est sûr. Je citerai l'exemple, ne serait-ce que si vous demandez aux gens de la diaspora combien de temps il faut qu'on crée une entreprise au Togo, il y a peu de gens qui vont vous dire qu'aujourd'hui on peut créer une entreprise en une journée. Il y en a très peu qui vont vous le dire. Si vous demandez aux gens de la diaspora, est-ce qu'ils sont informés des innovations qu'il y a dans le code d'investissement par exemple, très peu de Togolais pourront vous expliquer de quoi il s'agit. Et je pourrais citer des exemples comme ça dans plusieurs domaines. Les facilités qui sont données pour participer à certains marchés et peut-être même, j'espère un jour, certains quotas de marchés qui seront donnés à la diaspora, pourquoi pas. Donc tout ça, c'est des informations importantes pour prendre une initiative vers son pays que les délégués pays vont puiser durant le forum et vont ramener et diffuser sur le terrain. Et puis il y a un aspect aussi qui est important sur lequel on n'est pas revenu depuis tout à l'heure. Le fait de désigner des délégués pays dans des pays où on n'a pas de représentation d'ambassade ou diplomatique ou de mission diplomatique, c'est une façon d'élargir le maillage de couverture mondiale. Il y a 53 pays qui sont couverts par les 77 délégués pays. C'est énorme. D'arriver par une seule initiative, comme ça, dans un pays, à avoir ce maillage qui soit possible. Donc, le fait qu'on ait ces gens-là sous la main, le ministère a tenu à ce qu'ils partent avec le maximum d'informations sur le terrain, en jouant après sur la proximité pour diffuser, infuser ces informations-là auprès des Togolais de l'extérieur. Et puis le dernier aspect qui n'est pas un élément à laisser de côté, c'est ce qui est mis en valeur derrière Réussite Diaspora, parce qu'il s'agit de mettre en honneur ce que le Togo a de meilleur à l'extérieur. Il s'agit vraiment des gens qui sont brillantissimes dans leur secteur. C'est des inventeurs, enfin on en parlera tout à l'heure avec mon collègue Asidan, c'est des gens qui ont inventé des choses dans leur secteur, c'est des gens qui occupent des positions qui sont considérées comme les meilleures dans leur domaine. Donc le fait de les mettre à l'honneur, c'est une façon aussi de créer des modèles pour la jeunesse au Togo. Donc là encore, ça rejoint l'objectif national de premier niveau. Donc l'idée, c'est qu'on profite de ce forum pour donner un maximum d'intensité à ce que le Togo veut promouvoir à travers la diaspora, qui en fait devient partenaire de développement du pays, d'une certaine manière. Alors, monsieur le directeur, les 28 et 29 novembre 2019 va donc se dérouler ce forum HCTE Réussite Diaspora. Alors dites-nous, quelles sont les activités au programme de ce forum? Parce que c'est vrai qu'on a parlé des objectifs et tout cela, mais quelles sont les activités qui vont meubler ces 2 jours du forum? De manière schématique,
je dirais que ce programme se subdivise en deux grandes parties. Une première partie qui va s'intéresser au renforcement des capacités des 77 délégués élus. Après le renforcement des capacités de ces délégués, nous allons passer à ce que nous avons appelé l'organisation du HCTE. Le HCTE donc, est créé, les délégués sont élus, mais les membres du bureau doivent être connus. Cela veut dire qu'au soir du premier jour, on connaîtra le nom du président de ce haut conseil. Donc il y aura une installation officielle. Non, avant l'installation officielle. Voilà. Avant l'installation officielle, le président. Donc il sera élu, donc le président, donc les vice-présidents donc, seront également élus. Après ça, comme toute structure, il leur faut un règlement intérieur. Donc il y aura l'adoption de ce document et après l'adoption de ce document, et on leur remettra ce que nous avons appelé la feuille de route. Quelle mission le Haut Conseil est en train de leur confier. Donc ces délégués, au soir du premier jour, partiront avec leur feuille de route. À suivre et à respecter durant leur mandat. Leur mandat. Et nous précisons ici que c'est un mandat de 3 ans. 3 ans. Renouvelable une seule fois. Ok. Et le second jour sera consacré à l'installation officielle du Haut Conseil pour lui permettre de jouer légalement son rôle. Après cette cérémonie d'installation, nous allons continuer avec le renforcement des capacités des délégués pays. Et cette deuxième journée se terminera par la nuit réussite diaspora que mes collègues vont développer. Voilà, que nous allons découvrir en détail. Alors, Monsieur Azila, parlons justement de, disons, l'autre volet de la seconde partie du forum qui est la nuit des réussites diaspora. C'est vrai que quand on parle de réussite diaspora, on a eu une première édition, on a découvert 2016. On a découvert des Togolais qui excellaient dans plusieurs domaines d'activité et que nous qui sommes au pays, même les Togolais de l'extérieur ne connaissaient pas. Alors maintenant, qu'est-ce que, disons, cette nuit des réussites diaspora 2019 a de particulier, on va dire? Oui, merci. Merci Anita. Permettez-moi de partir de cette précision que les réussites diaspora, ou bien réussite diaspora, est une initiative qui est portée par le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, sous l'impulsion bien avisée du chef de l'État. Notre pays, et il faut le souligner, est le seul, en tout cas pour le moment, à ainsi honorer sa diaspora. Il n'y a pas un autre pays au monde qui le fait. Donc le Togo a fait le choix de célébrer l'excellence de ses filles et fils de par le monde. Donc en un mot comme en mille, Réussite Diaspora est un événement dédié à célébrer l'excellence togolaise dans le monde. Et cette excellence contribue au rayonnement international du Togo. Ils sont nombreux, ces petits Suissais, à être anonymes dans leur coin. Et il est temps qu'on puisse les révéler au grand jour. Donc la réussite diaspora s'inscrit dans une vision globale de valorisation des compétences de la diaspora. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il s'agit de la deuxième édition. La première édition a eu lieu du 1er au 6 janvier 2016 et a connu un franc succès. Et aujourd'hui, si on pose la question aux citoyens lambda, tout le monde sait à peu près ce que c'est que réussite diaspora et globalement les personnes qui ont été nominées dans quelle catégorie. Donc en cela, nous disons que l'événement a été un grand succès. Mais il a fallu attendre 2016-2019
Oui, compte tenu de d'autres aléas de l'agenda international, c'est seulement cette année, en 2019, que la deuxième édition aura lieu. Et cette deuxième édition prendra la forme d'une soirée que nous avons dénommée la Nuit des réussites diaspora. Et cette nuit est programmée pour le vendredi prochain. À pareil moment, nous serons en train de célébrer l'excellence togolaise à la place des fêtes du palais de la présidente de la République. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel degré les plus hautes autorités accordent de l'importance à la célébration de l'excellence togolaise dans le monde. Alors dites-nous qui sont, disons, ceux-là qui seront célébrés et comment on les a choisis, parce que on veut comprendre. Merci. Généralement, c'est au cours de la soirée ou de l'événement réussi diaspora que les lauréats sont révélés. Donc, vous me posez une question piège en me demandant de vous révéler à ce stade les noms des lauréats. D'accord. Alors, quels sont les domaines d'activité peut-être? Oui, je citerai par exemple le domaine de la recherche et de l'innovation technologique. Parce que parmi les lauréats, il y a des compatriotes qui, de par leurs travaux de recherche universitaire, ont pu inventer des machines que nous jugeons utiles pour le développement de nos communautés. Et donc, dans leur pays de résidence, ces inventions sont approuvées et saluées. Et donc, il n'y a pas de raison que le pays d'où ils viennent ne puisse pas reconnaître et exploiter ces inventions-là. Et il y a d'autres qui ont développé des théories ou des technologies qui permettent, par exemple, de mieux gérer les énergies renouvelables, les énergies solaires, par exemple. Et il y a également un lauréat qui a développé un logiciel, donc il opère dans le génie logiciel, et il a développé un logiciel qui permet de mieux gérer le transport des marchandises à l'international. Et il est très utilisé par son pays de résidence. Et au-delà de ça, il y a deux autres personnes qui une personne qui a excellé dans le domaine de l'agriculture biologique et qui est en train de donner des résultats époustouflants et qui même a inventé quelque chose, je ne peux pas vous le dire parce que vous risquez d'identifier la personne. Voilà, je qui peut déjà vous nous donner des indices. Je vous ai déjà donné assez d'indices. Et le dernier, je dirais qu'il s'agit d'un compatriote qui était parti du pays avec presque rien et qui est arrivé dans son pays d'accueil. Malgré les écueils, malgré les difficultés, il a su affronter tout ça et occupe aujourd'hui un poste politique très important dans ce pays. Nous pensons que la résilience dont il a fait preuve mérite d'être célébrée. Donc voilà grosso modo, sans trop rentrer dans les détails. Trop dévoiler. Ouais. Bon, Monsieur Radi, voilà un peu, disons, les lauréats, ce que nous allons célébrer le vendredi prochain. Mais dites-nous comment cela s'est fait, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un comité qui a été chargé de peut-être d'aller dans ces différents pays pour savoir quels sont les Togolais qui excellent, enfin comment s'est fait cette sélection, on va dire, des excellents Togolais de l'extérieur? En fait, c'est un travail qui est confié à un comité ad hoc, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de travail avec des approches un peu trop empiriques. Il faut quelque chose de bien structuré, de très professionnel. C'est ce que je peux vous donner comme précision, c'est que pour la première édition, par exemple, on avait dans le jury quelqu'un comme l'ancien ambassadeur Berlanga, donc c'était quelque chose de très très sérieux, très rigoureux. Il n'y a pas d'interrogation à avoir sur les mécanismes de sélection, et puis souvent ce sont des gens qui font l'unanimité dans leur secteur. Donc quand on vous donne le nom de certaines personnes qu'il y a eu dans la précédente édition, il n'y avait pas de débat en fait. On veut juste, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Voilà, on veut juste comprendre un peu peut-être le mécanisme. Non, en fait, ça donnera des idées à d'autres Togolais. Non, l'idée c'est simple, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a pensé avoir un parcours assez méritant, il faut le faire savoir auprès du ministère, tout simplement. C'est l'approche la plus simple. Mais en fait, ce qu'il faut voir derrière cette initiative, le concept quand ça a été inventé par le ministre, c'était d'abord, il fallait innover dans la manière d'approcher la question de la diaspora. Je vous dis, en 2016, c'était des sujets qui n'étaient pas faciles à approcher. Donc, il fallait trouver une façon d'aborder ce sujet qui soit le plus consensuel possible. Donc, l'idée de génie du ministre, c'est d'avoir dit, on va passer par la question de l'excellence togolaise. Voilà.
Et il se trouve aussi que ça rejoint aussi un objectif dans ce qu'on appelle la nation branding aujourd'hui, qui est pour un pays, c'est important d'avoir des porte-drapeaux à l'extérieur. Oui. Parce que c'est la meilleure façon de vendre le fait que c'est un pays puissant en termes de connaissances, parce qu'on va aujourd'hui dans un monde où c'est la connaissance qui est l'outil de puissance la plus importante. Donc vendre l'excellence togolaise à travers cet événement, c'est aussi une façon de montrer qu'on est en pointe dans ce qui concerne la modernité de notre époque contemporaine. Donc c'était ça aussi ce qu'il y avait derrière l'innovation. Et puis il y avait un dernier aspect qui était important pour le ministre, c'était que il fallait qu'on identifie des gens dont la reconnaissance devait aussi aboutir à des résultats concrets pour le pays. Donc c'est pour ça tous les domaines dont parlait tout à l'heure mon collègue Azilan, ça rejoint un certain nombre de secteurs, l'agriculture bio, les nouvelles technologies, le génie logiciel, l'énergie solaire. Ce sont autant de domaines où le Togo a des besoins qui pourraient correspondre à ses potentialités de développement pour le pays. Donc c'était ça les critères qu'il y avait derrière le concept. Ce n'était pas simplement des critères pour choisir, mais c'était aussi un concept qui avait aussi sa propre densité, comme le souhaitait le ministre. Et parlant d'aboutir à quelque chose de concret, on a vu peut-être une lauréate à l'époque, qui est très active au Togo d'ailleurs, qui est vraiment exemplaire. Exemplaire d'entreprises. Exemplaire. Donc, bon, on dirait, on taira le nom, mais je suis sûre que tous les... Mais vous pouvez dire son nom, parce qu'il n'y a plus de secret dessus. Oui, il n'y a plus de secret là-dessus. Qui fait beaucoup. Elle est très active. Oui. Donc, disons que Réussite Diaspora a permis de la connaître. Oui. Et voilà, aujourd'hui... De la propulser. Voilà. Et elle est partout, on va dire. Alors, chers invités, nous avons découvert un peu plus le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le forum Réussite Diaspora, et puis avec, disons, la célébration des Togolais de la diaspora, le forum qui se déroulera du 28 au 29 prochain. Alors, avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez un dernier mot, peut-être à l'endroit de peut-être ces Togolais de l'extérieur encore, disons, qui traînent encore le pas, qui doutent encore un peu de l'initiative. Alors, monsieur Azilan, un dernier mot. Merci. Mon dernier mot est à l'endroit des Togolais de l'extérieur. Monsieur Radji l'avait dit tout à l'heure, il y en a qui ont perdu un peu, enfin qui ne sont plus en contact avec les réalités du pays. Mais nous pouvons leur dire avec confiance et sans risque de nous tromper que le Togo a changé et très positivement. Le Togo aujourd'hui est devenu un pays très attractif pour les investisseurs étrangers qui se bousculent pour venir investir dans notre pays. Et nous disons qu'il n'y a pas de raison que les Togolais qui sont à l'extérieur, qui disposent également d'immenses moyens, d'immenses ressources et d'immenses réseaux, d'importants réseaux relationnels, ne puissent pas s'intéresser à leur propre pays. Donc nous leur disons que c'est le moment ou jamais de s'intéresser à son pays, c'est le moment ou jamais d'avoir le regard tourné vers la mère patrie pour y investir, pour y mener des affaires, pour y faire du business. Merci beaucoup, monsieur Charles Azilan, attaché de cabinet au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Radji, un dernier mot ce soir? Pas facile. Oui. Vous êtes expert en diaspora, expert, donc sûrement que... Nous, en fait, j'aurais des messages à l'endroit aussi du gouvernement et de la diaspora et enfin à l'endroit de la population. D'accord. En fait. Je commencerai par la population. Ce que je voudrais, c'est que on se rappelle tous que être de la diaspora, les gens qu'on appelle les membres de la diaspora ou les Togolais de l'extérieur, ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles, etc. Ce sont des gens de notre famille. Oui. Et donc, ce que je voudrais, c'est que ce soit la population qui porte le message vers la diaspora sur le fait que réellement quelque chose a changé dans ce pays par rapport à la diaspora. Mais vraiment sincèrement, je le dis d'abord comme expert et pas comme citoyen engagé. Et qu'il faut qu'ils saisissent, comme le disait M. Azilan, l'occasion qui se présente. Et je vais être clair là-dessus. Il y a un certain nombre d'opportunités qui se présentent dans ce pays qu'on n'a jamais eues. Et je vais citer un secteur clé, qui est le secteur agricole, le secteur de l'agriculture, avec les agropoles, sur lesquels j'ai eu la chance de travailler pour mon pays, donc je peux en parler avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui est en jeu derrière les agropoles, c'est ce qui va changer l'avenir du Togo, en fait. Parce qu'on est un pays agricole qui n'a pas su assumer ce statut jusqu'à présent. Mais là, avec le PND, on a décidé d'assumer notre statut de pays agricole, avec des ambitions extraordinaires pour notre pays.
j'ai regardé des projets dans d'autres pays, mais ce qui est prévu dans les agropoles pour le Togo, si les gens de la diaspora s'en saisissent pour jouer leur jeu, jouer leur partition, ça peut changer beaucoup de choses pour le pays et pour les gens de la diaspora. Donc c'est pour ça que le message que j'ai vis-à-vis de la population, c'est de dire à leurs enfants qui sont à l'extérieur que l'occasion qui se présente désormais est unique. C'est unique par rapport à ce potentiel qu'il y a dans l'agriculture. Mais il y a un deuxième domaine où d'ailleurs les Togolais excellent, où je voudrais faire appel à la population pour diffuser le message. Ça concerne le numérique. Le numérique. C'est un secteur où, déjà dans le pays, il y a un dynamisme extraordinaire. Mais à l'extérieur, c'est encore plus extraordinaire. Dans les années qui viennent, on va s'en apercevoir de plus en plus de ce que les Togolais de l'extérieur font dans le domaine du numérique ou des nouvelles technologies de manière générale. Donc, je suis précis, un engagement de la part de la population vis-à-vis de la diaspora, mais pour attirer leur attention sur les opportunités qu'il y a dans l'agriculture et dans le numérique, qui sont aussi les deux piliers, des piliers importants du PND, donc où l'État met le maximum de moyens pour qu'il y ait de la réussite. Donc c'est une chance pour eux en tant qu'opportunité par rapport à d'autres membres de diaspora, d'autres pays, où on n'a pas le même engagement pour porter les secteurs qui sont considérés comme étant fondamentaux. Le message que j'ai à l'endroit du gouvernement, c'est le suivant. C'est qu'en fait, le plus important, c'était de gérer cette tournure stratégique. Ils l'ont fait de manière brillante. Et y a pas de, ça ne souffre pas de discussion. Ce qui reste maintenant, c'est comment on fait pour que l'engagement que le ministère a pris soit relayé au niveau des autres ministères. Parce que si le ministère fait son travail d'attirer la diaspora vers le Togo et que le mouvement ne suit pas derrière, ça peut créer encore des frustrations inutiles. La diaspora revient maintenant. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement général qui traverse tous les ministères pour dire désormais il y a quelque chose qui a changé, il y a un déclic qu'il y a eu grâce au ministère et grâce au président, on doit relayer ça avec un certain entrain. Et c'est déjà le cas, je dois le dire. J'ai été très impressionné par l'engagement des autorités de ce pays au moment où ils ont fait le forum Togo-UE et la place qui a été accordée à la diaspora. La place qui a été accordée à la diaspora. Donc c'est déjà le cas, l'engagement du gouvernement. Mais je passe un message pour dire qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là-dessus pour que ça se poursuive. Et le dernier message que j'ai cette fois-ci vis-à-vis de la diaspora, c'est que durant tout mon parcours, depuis que je travaille, j'ai toujours voulu venir travailler au pays. Dès que j'ai gagné mon premier franc à l'époque en France, je suis venu travailler en Afrique. La richesse que j'en ai tirée, c'est incomparable. Ce que je leur demande, c'est d'essayer. C'est d'essayer. Et je ne dis pas ça simplement dans une optique prophétique ou de volontarisme ou de prosélytisme. Je le dis parce que je suis convaincu qu'on a une chance, quand on a une double culture, de prendre le risque d'aller travailler dans son pays. Quand on a une double nationalité, de prendre le risque d'aller investir dans son pays. Pourquoi ne pas le faire? Et pourquoi ne pas le faire pour un pays comme le Togo? Et pour conclure, j'ai un mot à dire pour montrer aux gens qui doutent encore du changement dans ce pays, du changement même de ce que représente le Togo. Il faut que les gens analysent bien ce qui se passe dans le regard que le monde a sur notre pays. C'est dans notre pays qu'on a choisi notre chef d'État comme le lead pour gérer toute la question, pour toute l'Afrique, en ce qui concerne le ciel libéré. Or, le ciel libéré, c'est le marché le plus important en Afrique. On a choisi notre chef d'État pour le faire. Ce n'est pas un hasard. Donc, les gens doivent changer d'état d'esprit sur notre pays. Et le deuxième exemple que je voudrais citer pour illustrer mon propos, toujours par rapport à la diaspora, c'est que ce n'est pas aussi un hasard. Le fait que ce soit le ministre qui s'occupe d'eux aujourd'hui et qui le fait de manière aussi volontariste, qui soit choisi pour négocier tous les accords ACP-UE pour le compte de l'Afrique. Je prends ces deux exemples-là pour créer dans la tête des gens le fait qu'on est arrivé à un moment où le mouvement doit être un mouvement d'ensemble vers le pays, de la part de la diaspora. Merci beaucoup, Monsieur Radji, Monsieur Safio Radji, conseiller expert diaspora. Et nous allons terminer avec vous, Monsieur le directeur des Togolais de l'extérieur, Monsieur Akakbo. Très rapidement, votre mot de fin. Merci, Anita. Moi, je parlerai plus de la survie du Haut Conseil. Le processus de la mise en place du Haut Conseil qui a démarré depuis le 2 juillet de cette année a bénéficié du soutien et de l'accompagnement de nos compatriotes de la diaspora. Le Haut Conseil que nous allons ou qui sera installé dans quelques jours
aura sûrement besoin de la mobilisation et de l'accompagnement de cette diaspora. Oui. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion pour les exhorter à plus d'engagement pour la patrie, pour que nous puissions relever ensemble le défi que nous impose notre élan vers la prospérité collective. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Akakpo, directeur des Togolais de l'extérieur. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Et chers téléspectateurs, vous avez donc découvert un peu plus ce que c'est que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, ses missions, ses objectifs et la diaspora du Togo, la diaspora togolaise, où qu'elle soit, sûrement nous a suivis ce soir en direct sur la télévision togolaise et c'est un peu plus ce que représente ce Haut Conseil, cette main tendue vers elle pour un meilleur développement de notre pays. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.